Bonjour à tous et à toutes les athlètes et bienvenue sur Next Physique. Next Physique, c'est l'émission, le podcast où on discute de sport de force, de santé, de bien-être. Et aujourd'hui, on est parti pour un nouvel épisode information. Ce mois-ci, on va faire 2 gros épisodes pour ce mois de juillet. Le mois de juin, on a fait les 3 épisodes moyens, petits. Ce mois de juillet, c'est 2 gros épisodes avec pas mal d'infos, comme aujourd'hui, ce sujet qui n'est pas secret, hein, tout est dans le titre. On va discuter de production hormonale et comment devenir une bête. En gros, c'est un peu l'idée. Aujourd'hui, je vais vous apprendre un petit peu qu'est-ce qu'on a autour de notre production hormonale, qu'est-ce que c'est déjà que ces hormones qui peuvent nous intéresser, quels sont leurs rôles, et ensuite, effectivement, on va aller regarder comment les améliorer, comment, effectivement, avoir une bonne production pour... c'est vrai, avoir une meilleure efficience au quotidien, une meilleure croissance musculaire, une meilleure puissance, et ça va intéresser tout le monde, dans tous les sports. Finalement, ce sujet n'est pas vraiment goût muscu, n'est pas vraiment goût sport de force, parce que finalement, tout le monde en bénéficie. C'est pas seulement en bénéficie, c'est tout le monde en a besoin, en fait, c'est plutôt ça. C'est vrai qu'il y a des bénéfices, mais en fait, je trouve qu'il y a beaucoup de sujets en nutrition, ou de manière générale en lifestyle, parce que ça pour moi c'est plus du général, les hormones, on a tendance à dire oui, il y a des avantages. C'est pas des avantages en fait, c'est juste des trucs qu'on n'a plus parce qu'on gère mal notre quotidien par la vie moderne de tous les jours, les dérives que l'on peut avoir. C'est pas des avantages pour moi ça. Ça c'est pour moi c'est ce qu'on devrait avoir, c'est ce dont on devrait bénéficier de base en fait. C'est pas vraiment des ajouts, c'est en fait des choses qu'on devrait avoir. Donc aujourd'hui, je vais pas vous dire ça en mode ça serait mieux. Ça serait mieux si vous l'avez pas, c'est sûr. Et je pense que si vous êtes là, c'est pour améliorer certains points. Et on a tous des points à améliorer. Je pense ici à des choses auxquelles on peut réfléchir. Moi de même, hein, il y a des choses que je sais depuis très longtemps. Et en fait, quand j'en discute avec vous, quand je refais un point sur le podcast, ça me permet de me le remettre encore en tête et de dire ok, ça c'est vrai que je le fais moins bien, j'ai un peu zappé. Je peux reprendre ça. Et ça aussi, du coup, ça peut matcher aussi pour ceux qui s'y connaissent déjà un peu et qui peuvent retrouver des points ici sur le podcast. Alors, installez-vous confortablement. On va discuter de tous ces points d'amélioration que l'on peut avoir dans son quotidien et bien sûr de qu'est-ce qu'on va regarder comme hormones. C'est parti pour l'épisode du jour. Bien. Alors d'abord, on va s'intéresser au sujet des hormones. On va déjà regarder un peu quelles sont les hormones dont on va discuter aujourd'hui. Au niveau hormonal, il faut bien comprendre que ce sont des messagers chimiques qui jouent un rôle dans de nombreux processus physiologiques, comme la croissance musculaire, la récupération et la performance de manière générale. Et ce, dans n'importe quel sport, c'est-à-dire que vous soyez, dans le vélo ou la musculation. Les principales hormones qu'on va examiner aujourd'hui, on va pas examiner tout ce qui est au niveau hormonal, mais surtout ce qui va nous permettre de jouer sur ces points-là. On est sur le podcast Next Physique après tout. Et du coup, on va discuter de testostérone, on va discuter un peu aussi des hormones féminines, d'hormones de croissance, d'insuline et de cortisol. Alors, pourquoi je dis testostérone et hormones féminines ? La testostérone, c'est une hormone qui est souvent appelée comme l'hormone masculine. C'est simple, nous chez les hommes, il y a techniquement que celle-là vraiment qui nous intéresse. Chez les femmes, on produit aussi de la testostérone en plus petite quantité, mais elles l'utilisent quand même. Donc elles ont quand même une utilité, bien qu'elles ont aussi d'autres hormones en production, comme la progestérone et les œstrogènes. Aujourd'hui, sur la production hormonale féminine, la testostérone a aussi son importance et son utilité, bien que elles vont aussi utiliser les 2 autres que j'ai cités, surtout les œstrogènes, pour les effets plutôt bénéfiques, bien que la progestérone peut aussi permettre d'équilibrer. Chez les femmes, on est plutôt sur une sorte d'équilibre sur le niveau hormonal idéal. Chez l'homme, un max de testo. En gros, c'est ça. Ensuite, on a du coup son rôle. La testostérone, ou de manière générale aussi du coup les œstrogènes, sont essentiels pour la croissance musculaire et la force. L'hormone de croissance, ça c'est pour tout le monde. Elle stimule la régénération musculaire et la croissance des tissus. Donc la première hormone, elle est très intéressante sur tous les tableaux. La deuxième hormone, elle est intéressante pour votre récupération et la croissance des tissus, donc encore plus intéressante côté musculation et production effectivement de masse musculaire, voire nécessaire pour d'autres sports, effectivement, de force, etc. L'insuline, elle est impliquée dans la gestion des niveaux de glucose sanguin, donc là on est plutôt côté nutrition, mais aussi quand même dans la croissance musculaire. Alors que le cortisol, la dernière hormone dont on va discuter, elle c'est le mal. C'est l'inverse des hormones que j'ai pu citer juste avant, c'est celle dont on veut pas.
Cette hormone-là aussi, elle a son importance, puisqu'effectivement, elle va venir contrecarrer les hormones précédentes, la testostérone surtout. C'est pour ça qu'on utilise un ratio aujourd'hui qui s'appelle testo sur cortisol. C'est donc tout simplement un ratio qui nous permet de voir où est-ce que la personne en est en termes de rapport de testo par rapport à son cortisol. Et le cortisol, justement, ce mal incarné, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle l'hormone du stress. Elle peut avoir des effets cataboliques sur les muscles si ce niveau est trop élevé. C'est-à-dire faire perdre du muscle. Ah ouais, elle est pas cool. Hein. En gros, c'est ça. Mais effectivement, cette hormone du stress, ce cortisol, il a aussi des impacts sur d'autres éléments. Bien sûr, je suis allé directement sur le fun fact, mais on a d'autres facts tout simplement sur cette hormone qui va être les niveaux de stress, comme on peut l'entendre, c'est-à-dire les niveaux d'anxiété, le niveau de perturbation de l'individu, les niveaux de gestion du sommeil, c'est-à-dire que le cortisol impacte négativement le sommeil, et ça c'est un cercle vicieux. C'est surtout un des éléments les plus importants qu'il faut retenir avec ce cortisol, et on en discutera plus tard, c'est que le cortisol entraîne le cortisol. C'est ça le plus gros truc. C'est que malheureusement c'est un effet boule de neige. Maintenant, ce qu'on va regarder aujourd'hui ensemble, c'est comment jouer sur tous ces points. On va pas parler chimie, c'est pas ce qui vous intéresse, nous on est là pour agir. On est là pour trouver des solutions en fonction des différents principes, des différentes catégories. Et les catégories du jour sont, où est-ce qu'on va travailler? On va travailler sur la nutrition, on va pouvoir travailler sur l'entraînement, on va pouvoir travailler sur le sommeil, sur le stress, et enfin réfléchir peut-être à une supplémentation si nécessaire. Si je vous ai aidé aujourd'hui, n'hésitez pas à m'aider en retour, ça m'aidera énormément. Si effectivement j'ai pu vous aider, je vous laisse m'aider en retour. Voilà, me faire un petit like, me faire un commentaire, ça m'aide beaucoup sur vos plateformes d'écoute. Vous pouvez aller sur l'accueil du podcast, vous allez sur l'accueil, vous pouvez mettre une note par exemple sur Spotify, sur Apple Podcast, etc. Sur YouTube, YouTube c'est simple, il y a les abonnements, tout ça. N'hésitez pas, vous êtes que 10% à le faire sur les podcasts, ça m'aide beaucoup. Et voilà. Donc, on va commencer tout d'abord ensemble par la nutrition et les hormones. Donc, vous imaginez bien qu'une alimentation qui est adaptée, elle est essentielle pour optimiser votre production hormonale. Forcément, si au niveau alimentation, c'est pas la folie, le niveau hormonal, ça le sera pas non plus. Les protéines, elles sont cruciales. Bien sûr, elles fournissent des acides aminés essentiels, elles vous permettent d'avoir une bonne synthèse des hormones aussi par conséquent. En gros, elles vont vous permettre de mieux traiter les messages. Les sources de protéines de haute qualité, c'est de manière générale, on sait ce qui est plutôt animal, voire végétal, si composition intéressante, c'est-à-dire bonne mixité. Donc déjà de base, il est important d'avoir une bonne consommation de protéines. Ça, c'est essentiel pour chacun des individus. Ne faites surtout pas l'amalgame ou la réduction de dire que c'est que pour les sports de force. C'est faux. Tout le monde a besoin d'un bon taux de protéines. Sinon, la composition de l'individu et sa production hormonale seront de piètre qualité. Donc déjà, c'est important effectivement de maîtriser ce sujet-là. On a aussi, au niveau alimentaire, tout ce qui va gérer l'insuline, bien sûr, donc ce qui va vous donner un équilibre vers l'alimentation. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'insuline, elle peut être apportée par plein d'éléments. Et c'est pas en vrai le truc le principal sur lequel il faut se concentrer. Parce qu'en fait, si votre alimentation elle est adaptée, elle est équilibrée, ça sera pas un souci ce côté-là. Sauf si vous avez une maladie particulière. Par contre, ce qui nous intéresse, c'est des choix alimentaires qui vont nous permettre d'améliorer certains messages hormonaux. Et en fait, ce qui se passe, c'est comme je vous l'ai dit depuis tout à l'heure, je parle de messages. Pourquoi ? Parce que on a le traitement message, plutôt ce qu'on va appeler la boîte de réception, ça c'est plutôt la gestion du côté des protéines, et on va utiliser la connexion internet pour envoyer des mails. Ces messages, ces mails, il faut bien qu'il y ait un transport. Et ce transport, on va l'utiliser avec les lipides. Les lipides jouent un rôle très important dans la gestion hormonale. On a des graisses saines, comme celles qui sont trouvées dans des avocats, des noix, l'huile d'olive, et elles sont nécessaires à la production d'hormones stéroïdiennes, comme la testostérone. Et les glucides ne sont pas non plus à négliger, bien sûr, puisqu'elles fournissent l'énergie nécessaire pour les séances d'entraînement, pour la récupération et l'utilisation du coup, au niveau cellulaire. On a aussi du coup besoin d'une alimentation qui est adaptée entre tous ces macros pour gérer justement ces niveaux d'insuline. Ensuite, après, on a les vitamines et les minéraux qui vont améliorer la production hormonale ou la dégrader si en carence. Par exemple, on va utiliser le zinc, le magnésium ou la vitamine D. En gros, il faut s'assurer d'avoir une bonne variété de fruits et légumes,
d'avoir suffisamment de protéines dans son alimentation, d'apporter des lipides et des glucides, et de ne pas négliger un élément. En gros, ça paraît simple, hein, c'est la balance, c'est le fameux équilibre. Mais l'idée est là. Et du coup, côté alimentaire, ça c'est vraiment les grandes choses à savoir. C'est effectivement avoir un bon équilibre, manger suffisamment de lipides et de glucides. Aujourd'hui, on est dans une alimentation moderne française où on peut avoir des niveaux de glucides largement suffisants. Ça, c'est pas un souci. Les gens mangent généralement vraiment beaucoup de glucides dans l'alimentation française. Donc voilà, de mon expérience sur les plus de 600 coachings que j'ai fait, j'ai jamais vu quelqu'un me dire je mange pas assez de glucides. Voilà. Par contre, j'ai vu beaucoup de personnes me dire je mange pas assez de protéines, ou alors constater qu'elles n'en mangent pas assez, et constater aussi qu'elles ne mangent pas suffisamment de lipides, ou alors pas assez variés. C'est très souvent que ces points-là reviennent, et donc ça, c'est des points sur lesquels je souhaite appuyer un petit peu aujourd'hui. Donc, les protéines, effectivement, avoir une bonne variété et une répartition sur la journée, c'est important. Ça va vous permettre du coup d'avoir les points que j'ai cités avant. Et les lipides aussi, par une bonne composition, ne pas manger que des produits transformés et apporter des lipides dans l'alimentation. Comme je l'ai cité, je vous ai cité les avocats, les noix, l'huile d'olive, mais il y en a plein d'autres. Et on en a cité par exemple dernièrement avec les oméga 3 dans un podcast précédent pour vous montrer aussi l'importance de ces oméga 3 essentiels qui sont extrêmement négligés. J'ai eu des retours du coup par rapport à votre consommation d'oméga 3 et il y en a beaucoup qui ont cité qu'effectivement, n'en mangez pas assez. Et je le sais bien, si je vous ai fait ce podcast avant, c'est parce que je sais que beaucoup de personnes les négligent. Aussi, bien sûr, pour une considération qui est économique, on est d'accord, les oméga 3, c'est pas gratos. C'est-à-dire la supplémentation en oméga 3 ou l'achat d'oméga 3 de manière générale, c'est pas toujours bon marché. Enfin, ça dépend de là où vous habitez. C'est vrai que si vous habitez sur la côte, acheter du poisson, ça sera pas si cher que ça. Si vous habitez dans les terres, ou je sais pas, en Alsace, etc., le coût est un petit peu plus élevé, effectivement, pour avoir des oméga 3. Bon, c'est vrai, mais ça ne change rien, ça reste hyper utile, voire essentiel, comme son nom l'indique, oméga 3 essentiel, pour avoir un bon équilibre alimentaire. Et donc au niveau de ces points-là, maintenant on va pouvoir se dire, bah voilà, c'est quoi les quantités, Julien, pour gérer ces bons points-là. Alors les protéines, on en a parlé plusieurs fois, mais l'idée c'est d'avoir au grand minimum 1,4-1,6 g par kilo de poids de corps pour une quantité de protéines suffisante par jour. Et si vous voulez optimiser vos résultats, il vaut mieux prendre une marge d'erreur, c'est-à-dire 1,8 g par kilo de poids de corps. Ça, c'est au niveau des protéines. Ok ? Ensuite, au niveau de vos besoins en lipides, ça va aussi dépendre de vos activités physiques, puisqu'en soi, certains vont avoir besoin d'utiliser des quantités de glucides beaucoup plus importantes pour gérer des activités tierces comme du cardio, bien sûr. Donc, par exemple, pour quelqu'un qui va faire du trail, qui va faire de la course, qui va faire du vélo, monter ses lipides, c'est intéressant, effectivement, pour la production hormonale, mais il faut surtout des glucides. Et en soi, ça va dépendre de ces points-là. Est-ce qu'il y a gestion de la croissance musculaire et de la force ? Est-ce qu'il y a plutôt ces activités-là en jeu ? Et là, du coup, vous allez choisir votre pourcentage de répartition. Aujourd'hui, si on suit les données, il y a de très nombreuses études qui démontrent qu'une consommation de lipides avec un bon pourcentage va permettre une meilleure croissance musculaire, une meilleure gestion, du coup, de la production de force. Et ce pourcentage-là, c'est plutôt 35-40%. C'est pas mal, hein, 35-40% d'apport en lipides. Personnellement, c'est ce que je fais depuis de très nombreuses années. Ça fait depuis 7 ans que j'ai une consommation de lipides aux alentours de 40% de mon alimentation. Le reste, du coup, c'est mis 1,8 g de protéines, et après, il reste des glucides. Et en soi, ça, du coup, c'est ce qui va vous permettre de maximiser vos résultats au niveau de la production hormonale, et d'avoir une bonne production de force, de croissance musculaire. Si vous êtes plutôt dans des activités de type cardio, il faudra rajouter un pourcentage de glucides un peu plus important et donc diminuer un petit peu ce pourcentage de lipides au détriment des points que je viens de citer. Mais c'est un choix, c'est votre sport, et du coup, en fonction de votre sport, vous ajustez. Mais l'idée est là, c'est qu'il vous faut quand même au moins des apports à 25-30% en termes de lipides pour être sûr de bien gérer ce côté-là. Vous pouvez descendre un peu en dessous, 20% d'apport en lipides, mais je ne suis pas certain des résultats sur le long terme à la fois côté santé et équilibre des types de lipides apportés, puisque finalement après les lipides sont assez facilement apportés par d'autres aliments et pas par de très bons aliments, donc à surveiller quand même. Voilà. Donc je vous ai cité mon cas, mais du coup je vais mettre un peu de contexte. Je fais ça depuis très longtemps. Je suis dans la musculation, je fais du body. J'ai fait du body. Aujourd'hui je suis toujours dans le body
et un peu dans le crossfit. Et du coup, aujourd'hui, ce pourcentage le diminue un peu. Je suis plus vers les 37,5. Néanmoins, je reste à peu près similaire parce que j'ai l'habitude de tourner sur ce pourcentage-là. J'ai de très bonnes prises de sang. Bref, j'ai une bonne gestion de ce côté-là. Et puis, j'ai mes habitudes. Voilà. Donc, ça fonctionne très bien. Et puis, à l'époque, avant de faire cette transition, au moment où j'ai fait mes formations, je me suis rendu compte que je mangeais vraiment pas assez de lipides. Et en fait, je me suis dit, mais putain, mais ça peut expliquer certains points. J'ai aussi travaillé ces points pour des raisons personnelles, et j'ai pas de honte à dire ça, ça peut être aussi pour la libido. En fait, la libido, c'est aussi un bon indicateur de où vous en êtes. Si aujourd'hui, la libido, elle est pas folle, il faut peut-être s'alarmer un peu sur sa gestion, en tout cas, de ses hormones. Et donc, par conséquent, ça, nous, en tout cas, chez les hommes, c'est assez simple à gérer. Il faut monter à testo. Et pour monter à testo, on peut réfléchir à des points comme ceux que je viens de citer, et actuellement, justement, la gestion de ces lipides. À l'époque où j'ai fait cette transition, ma conso moyenne de lipides par jour, si je la mesurais, elle était entre 15 et 20%. En vrai, j'en mangeais vraiment pas assez, et au moment où j'ai fait ce changement, en 2-3 mois, la transition a été assez importante. J'ai retrouvé une très 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 forte libido par rapport à celle d'avant. J'étais assez choqué. Honnêtement, les résultats ont été très positifs. J'ai fait un grand changement physique. Alors j'ai apporté d'autres changements à ces moments-là via mes formations. Mais c'est vrai que ça fait partie des changements majeurs sur mon alimentation et sur mon quotidien qui m'ont apporté de grands résultats. Ça, je peux vraiment vous le recommander. Je sais que c'est un point, quand je prends des gens en coaching, ils sont souvent étonnés. Mais je vous demande pas de passer en cétogène. Certainement pas. Je vous demande pas de manger que des glucides, que des lipides. Mais c'est vrai que la conso de lipides, souvent, est pas ouf. Les choix de lipides sont pas ouf chez les gens. Et quand vous commencez à travailler là-dessus, ça change le quotidien. Honnêtement, je peux que vous recommander ce point-là. Et chez mesdames, du coup, pour une autre passerelle, je sais que ça peut aussi poser de gros problèmes de gestion de règles si vous ne faites pas attention à vos lipides et surtout sur la qualité des lipides. Donc, encore une fois, un point très très important. Aujourd'hui, chez les femmes, on a de plus en plus de contextes de troubles sur la gestion de ces hormones ou de ces ovaires, etc. Et du coup, par conséquent, ça, c'est vraiment un point sur lequel vous pouvez directement jouer et apporter un gros impact sur ce côté-là. On en a discuté dans un podcast il y a quelques mois avec deux personnes spécialisées. On a fait 2 podcasts en réalité sur les règles et les hormones. Si ça vous intéresse, mesdames, vous retrouverez le podcast dans les précédents sur Next Physique. Bien, on a pu voir effectivement cette consommation de macronutriments, lipides, protéines, glucides. On a pu voir aussi que quelques vitamines, minéraux peuvent être utiles. On en discutera un petit peu plus tard s'il y a besoin de se supplémenter ou pas. Ensuite, on a le côté entraînement. Côté entraînement, l'entraînement, c'est un stimulateur de production hormonale. C'est-à-dire que si vous entraînez régulièrement, vous allez pouvoir développer une meilleure puissance. En fait, c'est un peu lié. Effectivement, ça fait un peu un engrenage. L'exercice qui vous demande une résistance physique, qui vous demande de la production de force, comme par exemple, je sais pas, si aujourd'hui vous allez faire des entraînements, que ce soit en muscu ou autre sport, qui vont vous demander, je sais pas, du soulevé de terre, des squats ou d'autres développés, ça va vous permettre d'augmenter, en réalité, votre production de testostérone et d'hormones de croissance. Pour maximiser les effets, l'idée c'est de se concentrer sur des entraînements qui ont un recrutement musculaire. Et ça, en réalité, si je dis, et je disais depuis le début du podcast que ça concerne tout le monde, c'est parce que aujourd'hui, le renforcement, ça concerne toujours tout le monde. On n'a pas changé d'avis dans le domaine sur ce sujet. Même un coureur doit faire son renforcement pour éviter les blessures et pour se renforcer sur le long terme pour devenir encore meilleur. Techniquement, tout le monde peut bénéficier de ce point-là. Après, vous avez d'autres entraînements qui ont ce type d'effet, mais effectivement, voilà, l'idée c'est d'avoir du renforcement, une forme de renforcement. L'idée c'est pas forcément de se mettre une catégorie, de se dire « fais la muscu !» L'idée c'est juste de faire du renforcement. On va appeler ça renforcement parce que de manière générale, il y a moins de préjugés. En soi, ça reste un peu de la muscu. L'idée c'est d'avoir juste un renforcement de vos tissus. Ça va vous permettre de gérer mieux vos articulations. Ça sera tout bénef, qu'importe votre sport.
Attention toutefois, il y a un point sur lequel je souhaite mettre son importance sur ce sujet pour votre gestion et votre production hormonale. Il y a aussi un problème à la négatif, c'est le surentraînement. Un excès d'exercice sans récupération suffisante peut augmenter les niveaux de cortisol. Vous savez, la fameuse hormone du diable que j'ai dit au début. En gros, ça peut inhiber la croissance musculaire et provoquer un état de fatigue chronique. Donc en somme, sur ce point-là, côté cortisol, c'est pas cool, voilà. Donc ça, c'est effectivement, c'est à méditer. J'en avais parlé dans le podcast précédent, c'est l'idée des fameuses billes dans les sachets. Ça, vous l'avez bien retenu, ça, quand j'en discute avec certains d'entre vous. Les billes dans les sachets, c'est combien je peux mettre de billes dans mes sports. Et ça, elles sont pas illimitées. Si aujourd'hui, vous essayez de mettre plus de billes que vous n'en avez, il y aura des problèmes. Voilà. De toute façon, vous allez le sentir, vous n'allez pas progresser sur aucun point, vous allez stagner, donc à partir de ce moment-là, vous pouvez vous dire, ok, est-ce que j'abuse pas un petit peu là avec, je sais pas, 10 fois du sport par semaine, plus 10 000 pas par jour? Ouais. Bon, côté entraînement, c'est à peu près tout ce qu'il faut savoir. Il n'y a pas non plus d'autres trucs magiques à connaître. On sait ce qu'il faut travailler. Maintenant, il ne faut pas non plus surtravailler ses sports. Ensuite, on a la gestion de son sommeil et de ses hormones. La gestion de son sommeil et ses hormones, là, ici, c'est un gros sujet. On a un sommeil qui, de base, est crucial. Je ne vais pas vous faire de dessin. Ça va vous permettre de gérer votre régulation hormonale. Et la plupart des hormones qui sont anaboliques, comme la testo ou l'hormone de croissance, elles sont sécrétées pendant vos phases de sommeil profond. En gros, les moments où vous dormez le plus profondément, et vous allez le plus récupérer. Et du coup, si vous dormez suffisamment en quantité et en qualité, donc admettons entre 7 et 9 heures, on a du coup une personne qui va avoir une meilleure production hormonale à la clé. Pour rappel, en termes de statistiques, les personnes qui dorment régulièrement et pas forcément de quantité beaucoup plus importante peuvent avoir des résultats vraiment énormes par rapport à d'autres personnes. On peut tout simplement doubler une perte de graisse avec 20 minutes de sommeil par jour régulier supplémentaire. C'est quand même beaucoup. Pourtant, 20 minutes, c'est pas non plus énorme, mais cumulé sur une semaine, ça représente son lot. Donc, ce que je vous conseille, c'est effectivement de dormir suffisamment et de manière régulière. C'est ça qui est important. Finalement, les personnes qui ont potentiellement le plus à dire « Ah, je suis déçu de mes résultats », c'est souvent les personnes qui font des grasses mat et qui dorment pas assez la semaine. Ça, c'est plutôt pas ouf en termes de résultats. Cette irrégularité de sommeil, malheureusement, le corps en pâtit et la dette de sommeil, en réalité, on la rattrape pas vraiment. Ça, c'est le plus grand truc que je pense au niveau du sommeil sur lesquels les gens se trompent. Ils disent « Ah, j'ai bien dormi, j'ai rattrapé mon sommeil ». En réalité, les dégâts, ils sont déjà faits. C'est trop tard, tu as déjà produit ton cortisol sur le reste de la semaine, tu pourras pas revenir en arrière. Donc, c'est mieux que rien. C'est mieux que rien de se dire « Ok, j'ai fait une sieste, tout ça. J'ai peut-être plus dormi. » Mais les résultats, eux, les dégâts peut-être, ont déjà été faits. Donc, en somme, essayez d'être le plus régulier possible sur votre sommeil avec une quantité qui vous convienne. Finalement, si vous dormez le même nombre d'heures sur la semaine au total, mais que dans une situation où vous avez moins d'heures la semaine, plus d'heures le week-end, et que à somme égale, une autre personne dort, 7h30 par nuit, et pas 8 heures, la personne qui aura été régulière aura beaucoup plus de résultats que la personne au-dessus. Pourtant, en somme totale, elle a dormi autant de temps. Ok ? Donc on a cette régularité à viser. Ensuite, effectivement, la qualité du sommeil. C'est-à-dire, en fait, à quelle profondeur de sommeil on va descendre le plus souvent dans ces phases de sommeil. Ces cycles, on appelle ça là. En gros, l'idée, c'est d'essayer de maintenir une heure de coucher régulière, oui, et de créer un environnement de sommeil idéal pour vous. Donc, sombre et frais. Ça fait peur un peu comme ça. Sombre et frais. Eau de parfum. Du coup, effectivement, l'idée là, c'est de se retrouver dans un environnement où vous ne voyez pas grand-chose, la pénombre, parce qu'on va être perturbé sur nos cycles par la lumière, et frais, pourquoi ? Parce qu'une température plus élevée va nous empêcher malheureusement de si bien dormir que si on était plus à la fraîche. Donc pour cela, en fait, l'idée c'est d'avoisiner les à peu près 18 degrés. Si une pièce aujourd'hui fait plus que cela, on va souvent moins bien dormir.
Et c'est pour ça que je vous invite à vous mettre un maximum tout nu lorsque vous dormez, puisqu'effectivement, du coup, vous aurez moins de couches et vous allez sans doute mieux dormir. Ensuite, un truc qui revient souvent, et là, je me tape dessus, mais je sais pas si ça va changer, c'est de faire moins d'écran avant de dormir. Je fais l'avocat du diable là, mais vous inquiétez pas que moi les écrans avant de dormir, j'en fais. Effectivement, et selon en plus les personnes, ça peut vraiment perturber les premières phases de sommeil et vous empêcher de vous endormir facilement. Ou en tout cas d'aller rapidement toucher des cycles profonds. Alors aujourd'hui, moi j'ai la chance d'avoir essayé et de voir que ça me dérange pas tant que ça. Je suis vite une tombe au lit. Vraiment, je me couche, je dors en 2 minutes. Et rapidement, je tombe dans des cycles profonds, donc tant mieux. Après, je gère tout le reste de ma journée. Mais c'est le truc perso. Voilà. Si j'ai un truc à dire aujourd'hui, sur tout ce que j'ai cité pour l'instant, c'est le truc, vraiment, les écrans avant de dormir. Ouais, je fais un peu nimp. Mais j'essaye de faire un truc. C'est que, en fait, avant de dormir, j'ai une petite routine. C'est-à-dire que, vous le savez peut-être un peu, j'aime bien les jeux vidéo. Donc en général, le soir, c'est mon moment détente. Ou alors, il y a autre chose, un événement social. Et dans ce cas-là, il n'y a pas d'écran. Bon, problème réglé. Mais si j'ai pas d'événements sociaux prévus, souvent, je suis sur un écran avant d'aller me coucher. Et ce que je fais perso, c'est que 15, 20, 30 minutes avant d'aller me coucher, voilà, j'arrête et je fais autre chose. Perso, du coup, souvent, ce que je fais, c'est que j'en profite pour faire des activités douces qui vont me mettre petit à petit à l'endormissement. Je sors du bureau, j'arrête l'ordinateur, ou alors je sors de la play et je vais accrocher le linge, lancer les machines, faire le lave-vaisselle, voilà. Je vais faire des trucs assez simples, qui fatiguent pas trop, qui me permettent de m'endormir tout doucement, en fait, pas m'endormir, mais voilà, me calmer. Et après, je fais un petit câlin à mon lapin et au lit. Mon lapin, c'est pas un doudou, hein, c'est vraiment, j'ai un vrai lapin. Mon lapin, c'est mon animal de compagnie. Il est à mes pieds à tous les podcasts. Il est toujours à mes pieds. Il est en liberté dans la maison. Et c'est le compagnon. En fait, je vais pas vous mentir, hein, c'est lui qui écrit tous les textes. Non, je rigole. Mais voilà, en fait, ça me calme. Et ça me permet de me dire, voilà, j'ai coupé un peu l'écran et je m'endors. Ça doit, à mon avis, pas mal m'aider. Donc, je vous invite à essayer de mettre ça en place. C'est de savoir un petit moment avant l'endormissement. Et j'en ai un autre truc pour vous que je travaille aussi. Je vous en parle juste après. Bien. Maintenant, on a parlé du coup du sommeil et du coup de comment favoriser une production hormonale encore meilleure. Maintenant, on va parler d'un autre gros sujet, c'est la gestion du stress et des hormones. Alors, le stress chronique, c'est un stress qui revient au fur et à mesure de votre journée, d'accord ? Ensuite, ce stress chronique, il peut avoir des impacts négatifs sur la production hormonale en augmentant les niveaux de cortisol. Des niveaux élevés de cortisol, comme on l'a cité, ça peut non seulement inhiber la croissance musculaire, mais aussi favoriser la prise de graisse. Oui, la prise de graisse. En gros, ce cortisol, ce stress, ne va pas changer votre balance énergétique. C'est pas ce qui va vous mettre en surplus ou en déficit calorique, mais c'est un peu un levier de vitesse. C'est-à-dire que aujourd'hui, si vous avez beaucoup de stress avec vous et que vous êtes en déficit calorique, en gros, c'est un gros coup de freinage. C'est un gros coup de frein, vous allez rester en première vitesse. Par contre, la personne qui est très peu stressée et qui est en déficit calorique, elle va directement passer en 5e, en 6e. En gros, c'est ça. C'est vraiment un levier de vitesse. On va se retrouver avec un bon coup d'accélérateur ou un bon coup de frein. Et ça marche dans les autres sens. Une personne qui est en surplus calorique, qui est très stressée, va accumuler plus facilement des graisses qu'une autre. Donc sera plus rentable et gagnante sur le long terme. Donc en somme, ici, c'est aussi des enjeux d'accélération de résultats en fait. Ou de réduction des résultats. Shit. Oui, je sais. Du coup, pour gérer votre stress, ce que je vous invite à faire déjà, c'est de prendre vraiment en considération ce sujet, parce que souvent on a tendance à dire « Ah, c'est pas grave », et ça passe un peu à côté. On se concentre très régulièrement sur son alimentation, sur ses entraînements, et on a tendance à dire « Un peu foutu pour foutu, je laisse tomber mon stress ». Sauf que, en fait, c'est juste un énorme multiplicateur ou réducteur de résultats. Et sur ces points-là, vous pouvez travailler beaucoup de choses pour réduire ou augmenter votre stress. Pour réduire votre stress, tout simplement. Pardon, on va pas augmenter le stress. Pour cette gestion du cortisol, ce que je vous invite à faire, déjà, c'est d'avoir peut-être des actions directes, c'est-à-dire régler les problèmes. S'il y a des problèmes qui vous apportent beaucoup de cortisol, évidemment, les régler, ça sera le meilleur truc. Donc effectivement, régler le problème à la source. Ensuite, agir sur comment je réagis en fonction des problèmes.
Par exemple, gérer mon stress en fonction des situations. Par exemple, comment je réagis lorsque j'ai une situation stressante qui va m'arriver dans la journée. Donc effectivement, comment j'agis selon les situations qui peuvent m'arriver dans la journée. Par exemple, j'ai un moment stressant, voilà, comment je fais. Il y a des moyens de le faire et de travailler là-dessus, sur la gestion de vos émotions. Bien sûr, effectivement, la réflexion de comment je suis. Peut-être aller voir un psychologue, ça peut vous aider. Je pense qu'aujourd'hui, je partage l'avis de beaucoup de professionnels là-dessus. Aller voir un psychologue, je pense que quasiment tout le monde devrait le faire. Moi y compris, c'est important. Ensuite, méditation, ça c'est hyper utile. Méditation ou travail de respiration. Et je mets ça ensemble parce que finalement, dans la méditation, on travaille sa respiration. Et apprendre à bien respirer, c'est aussi apprendre à souffler et à expirer et à mieux se sentir. Moi, c'est un truc que j'ai travaillé il y a 8 ans, je crois. Il y a un moment que j'ai travaillé là-dessus et aujourd'hui, je ne peux que conseiller d'atteindre cette base de méditation. Vous n'êtes pas forcément obligé de le faire sur le long terme tout le temps, mais en fait, surtout, ça prend pas énormément de temps. Et il y a un truc que je répète très très souvent aux élèves que j'ai en coaching, c'est qu'il vaut mieux passer 2 minutes, 3 minutes à méditer au pied de son lit que de passer 15 minutes à tourner dans son lit. En somme, 15 minutes dans son lit, c'est 15 minutes à tourner et c'est 1 heure de sommeil profond perdu. 5 minutes de méditation pour mieux s'endormir, c'est peut-être 1 heure de gagner avant de toucher les cycles profonds. Et derrière, on a tout l'accélérateur de résultats qui se met en place. Pas mal, hein ? Donc, cette méditation, ce yoga ou cette respiration profonde, je vous invite vraiment à travailler dessus. Il y a des applis qui font ça. Il y a Petit Bambou en France, il y a Headspace en anglais. Enfin, franchement, il y en a tellement. Perso, j'avais même pas pris une version payante. Je trouvais que c'était largement suffisant. Il y a vraiment ce qu'il faut sur ces points-là pour apprendre à le faire. Et en fait, ça vous permet de travailler votre respiration. Et moi, par exemple, ce que je fais maintenant avec le recul, à l'époque, j'ai suivi ça pendant 3 mois, je crois. Mais maintenant, aujourd'hui, je sais très bien le refaire sans application, tout ça. Sans problème. Je le fais au quotidien, soit de manière très concentrée, c'est-à-dire que je me pose, je ferme les yeux, etc. Soit je le fais en exercice de respiration et je fais autre chose en même temps. Et ça, c'est ce que je fais très souvent, c'est que lorsque j'accroche le linge, que je fais les machines et tout, que je vous dis que je fais avant de m'endormir, je fais ça par la même occasion. Je travaille sur ma respiration. Et personnellement, je travaille sur mon stomach vacuum. Stomach vacuum, c'est une technique qu'on utilise en musculation, en body, ou dans d'autres sports qui vous permet de travailler sur vos abdos profonds, sur vos sangles abdominales. Encore un avantage. C'est pas l'avantage du jour, c'est pas ce qu'on recherchait, mais ça me permet de faire les deux en même temps. Parce qu'au final, lorsqu'on fait son stomach vacuum, on doit être extrêmement concentré sur sa respiration et on pense pas à autre chose. Du coup, on est en train d'évacuer les idées. Je fais mon stomach vacuum, j'évacue, je peux penser qu'à ça, je suis concentré là-dessus, je file me coucher dans la foulée. Et surtout, on ne retouche pas son écran de téléphone. Lorsqu'on fait ces étapes-là, lorsque je vous cite ma routine du soir, je n'ai pas touché mon écran du moment où j'ai arrêté effectivement l'ordinateur. Je ne retouche plus l'écran jusqu'à ce que j'aille me coucher. Ça sera le lendemain dans la matinée. Et c'est ça qui est important aussi, c'est de ne pas retourner sur une activité qui peut vous apporter, je sais pas, une news. Genre par exemple, j'ouvre le truc et je vois « Ah putain, ma circonscription, il y a ces résultats-là. » Voilà, vous avez compris. Du coup... c'est tout. On fait sa petite routine et on va se coucher. Vous pouvez le faire aussi à un autre moment de la journée. Ça peut vous permettre de travailler sur un autre moment, apprendre à souffler aussi sur un moment stressant. Ça peut être intéressant. Dans certains événements de journée, ça peut être utile. L'idée, c'est de prendre du temps pour se détendre aussi. Bien sûr, ça, c'est un truc assez basique, mais qui peut ne pas être suffisant chez certaines personnes. C'est de prendre vraiment le temps de décompresser. Pour avoir un équilibre personnel qui est sain. Est-ce que vous avez vraiment un moment où vous vous détendez ? Est-ce que vous avez vraiment ce moment où ça va mieux ? Est-ce que vous l'avez ce moment-là ? Voilà, c'est important, mais il le faut. Sinon, vous allez péter un câble. Donc, important d'avoir cette gestion du quotidien. Sur ces niveaux de stress, vous pouvez avoir d'autres impacts sur le stress avec différents éléments au quotidien, rajouter des siestes par exemple aussi pour le sommeil, ce qui peut vous permettre de rajouter un petit peu plus de récupération. Les power naps, c'est très utile. Power nap, power sieste, c'est des siestes de court terme, de 15, 20, 30 minutes maximum, grand maximum, pour éviter de tomber sur des cycles un peu plus profonds, et ça vous permet de mieux récupérer et d'être un peu plus performant. Personnellement, maintenant que je fais du sport parfois 2 fois par jour,
écoutez, je n'hésite pas à me rajouter une sieste à la mi-journée. Une petite sieste de 15-20 minutes, juste le temps nécessaire de faire une petite power nap, et après c'est reparti. Et en somme, dans ce côté gestion du stress, il y a quand même pas mal de développement personnel sur apprendre à souffler, apprendre à relativiser, savoir se gérer et ne pas stresser pour rien dans certaines situations où finalement c'est pas si grave. C'est pas si grave, des fois c'est la vie, des fois c'est comme ça, et il faut juste trouver une solution et travailler autour. C'est pas forcément de votre faute, des fois pas du tout, et par conséquent, c'est pas la peine d'en faire toute une histoire. Ok, ça a un impact, c'est vrai, des fois, mais voilà, je trouve que des fois, on apporte un stress qui au final est un peu trop supplémentaire, trop excessif, alors que c'est pas forcément de votre faute, il faut juste, c'est les aléas de la vie, et agir en fonction. Maintenant, on va regarder le dernier point qui est sur les suppléments, sur les compléments alimentaires qui peuvent vous aider à travailler là-dessus. Donc on a pu travailler sur le terrain, on a pu travailler sur des actions directes peut-être pour le stress, indirectes autour, comment j'agis, et sur mon quotidien, j'essaie de le rendre le moins stressant possible. Je dors bien, j'ai une bonne alimentation et je m'entraîne. Ensuite, qu'est-ce que je peux faire pour encore améliorer les choses si j'ai besoin ? Aujourd'hui, il y a plusieurs suppléments qui peuvent soutenir une bonne production hormonale. La créatine, par exemple, elle peut augmenter le niveau de testostérone et améliorer la performance. Alors c'est de manière indirecte, mais c'est quand même ça de prix. C'est aujourd'hui le seul complément alimentaire directement utile pour la production de force. Donc techniquement, ça se prend, c'est plutôt bon marché. C'est synthétisé, on va pas tuer un animal pour le faire. C'est l'avantage. Je trouve que aujourd'hui, c'est un peu le seul complément directement utile à prendre pour des résultats à l'entraînement. Ensuite, on peut utiliser effectivement, si nécessaire, des compléments alimentaires que l'on considère comme pas essentiels, mais qui vont être utiles. Alors j'ai fait un gros podcast sur les compléments alimentaires, si ça vous intéresse, l'année dernière, il y a bientôt 1 an. Donc je vous mettrai tous les podcasts qui peuvent être utiles au fur et à mesure de la vidéo en lien. Je mettrai toutes mes sources en bas de la vidéo, bien sûr. Mais si je peux résumer, les compléments alimentaires qui vont être utiles pour avoir une meilleure production hormonale aujourd'hui, le premier pour moi, c'est le zinc. Le zinc, il est directement utile pour la production hormonale et bien sûr aussi la gestion de ses maladies, son système immunitaire. Donc de ce côté-là, le zinc, c'est pas essentiel en soi parce que vous pouvez l'apporter via l'alimentation, mais c'est dur via l'alimentation de l'apporter. Aujourd'hui, le zinc, c'est compliqué de l'avoir. On mange pas tous des fruits de mer régulièrement. Donc techniquement, pour moi, il n'est pas essentiel, mais il est pas loin d'être essentiel. Si vous faites des sports de type cardio, ou alors que vous êtes quelqu'un qui transpire facilement, il y a de fortes chances que vous soyez vite carencé en zinc. En gros, il n'est pas essentiel, mais il est très très proche d'être essentiel. Ensuite, ce dont je vais vous conseiller, c'est d'améliorer votre récupération, donc peut-être du magnésium. Ça aussi, c'est pareil, on perd très facilement de magnésium. Transpiration, cardio, sport de ce type-là, on perd nos minéraux. Donc finalement, magnésium aussi, c'est rapidement quasiment essentiel. La vitamine D3, ça peut être utile indirectement pour ces points qu'on a cités, mais c'est pas directement utile, donc je le mettrai encore moins importante. Mais c'est intéressant, si vous n'êtes pas souvent exposé au soleil à faire bronzette, perso, je rajouterai ça dans le quotidien. Et ensuite, effectivement, après, ce qui va nous rester, c'est les compléments alimentaires pour le stress. En fait, c'est des compléments alimentaires qui vont directement jouer sur l'amélioration de ses cycles de sommeil ou son stress. Et ceux que je peux citer, c'est par exemple l'ashwagandha. Donc, c'est des herbes qui vont améliorer votre gestion du stress au quotidien. Ça, c'est assez intéressant. On va aussi retrouver la mélatonine pour améliorer l'endormissement. Le magnésium, par exemple, que j'ai cité, il améliore aussi l'endormissement, donc c'est aussi sympathique. Mélatonine, elle joue un peu plus sur les cycles de sommeil. Donc ça, c'est intéressant pour la continuité du sommeil. Les deux couplets, c'est hyper intéressant. Et donc, vous avez ces différents compléments qui peuvent être utiles. Par exemple, chez NutriPure, mon partenaire complément alimentaire français, on a effectivement du zinc, on a du magnésium séparé, et vous avez aussi des compléments alimentaires qui regroupent certains points, comme par exemple il y a le Pure Sommeil chez NutriPure qui regroupe la mélatonine et la valériane pour jouer sur le sommeil. On a l'ashwagandha et on a aussi le Pure Zen qui est un mélange idéal pour gérer effectivement son stress.
hyper sympathique. Et donc si techniquement vous avez un des points qui peut pêcher chez vous, sur ces compléments, ça peut être très utile de les rajouter. Voilà, à voir en fonction des points que vous avez pu cibler aujourd'hui, parce qu'en fait l'idée c'est aussi de voir les pistes. Peut-être que votre alimentation elle est parfaite, que par contre vous entraînez pas assez, voilà, aujourd'hui on a pu citer que ok, il n'y a pas assez de renforcement dans votre quotidien. Ou alors au contraire, chez vous dans votre quotidien, c'est peut-être certains points d'alimentation qui pêchent, le magnésium et les zinc qui manquent, ça va être intéressant de rajouter une supplémentation effectivement. Voilà. Donc si je peux résumer, l'idée c'est un peu de faire sa propre petite checklist au fur et à mesure du podcast et de se dire voilà, est-ce que j'ai des trucs côté alimentation qui sont à travailler. Côté alimentation, on a parlé. Évidemment, il y a aussi un truc que j'ai peut-être un peu oublié, c'est de manger suffisamment. Ça aide un peu de pas être sous-alimenté. Manger suffisamment de protéines, avoir des glucides, avoir une bonne quantité de lipides et en fonction gérer son pourcentage, en fonction de ses besoins, avoir ses minéraux, avoir ses vitamines. Ensuite, effectivement, dans les lipides, avoir une bonne qualité de lipides et manger ses oméga 3. Ensuite, s'entraîner en renforcement, en avoir dans son quotidien. Avoir un sommeil de bonne qualité et régulier. Avoir un stress qui est réduit. Et du coup, éviter cet engrenage stress-sommeil. Parce que plus on a du stress chronique, plus on réduit la qualité du sommeil. Plus on réduit la qualité du sommeil, plus on est restressé le lendemain. Et rebelote. Du coup, les deux sont extrêmement liés. Et après, en fonction, peut-être se supplémenter sur les points qui peuvent vous intéresser. Personnellement, vu que je gère plutôt bien mon quotidien stress-sommeil, eh bien écoutez, ce que j'apporte en général, c'est du zinc et du magnésium pour avoir les bases que je perds via ma sudation, via ma transpiration. Et après, si vous avez besoin d'impacter certains moments, certaines phases peut-être de votre vie, ça peut être intéressant de prendre des compléments pour le stress ou le sommeil. Par exemple, perso, l'année dernière, j'ai eu des phases très stressantes et je dormais pas très bien. Là, du coup, j'ai agi directement avec les compléments que j'ai pu vous citer, directement avec de la mélatonine, de l'ashwagandha, etc. Ok ? Donc là, c'est plutôt au cas par cas, et en fonction de ce que vous avez peut-être besoin de travailler. Aujourd'hui, une production d'hormones qui est idéale, c'est des performances décuplées. C'est à peu près ce qu'il faut retenir de cet épisode aujourd'hui, c'est que au final, les points qu'on aura pu citer et travailler aujourd'hui vont vous permettre d'être beaucoup plus performants, et c'est ce que je vous souhaite. L'idée, c'est d'aller sur votre next, donc je vous le souhaite, d'améliorer vos résultats ou votre quotidien par ces mécanismes, finalement, qui ne sont pas forcément des mécanismes directs pour, aller chercher sa perte de graisse, mais qui vont jouer un important rôle de levier. Voilà. Si je vous ai aidé aujourd'hui, n'hésitez pas à m'aider en retour, ça m'aidera énormément. Si effectivement j'ai pu vous aider, je vous laisse m'aider en retour. Voilà, me faire un petit like, me faire un commentaire, ça m'aide beaucoup sur vos plateformes d'écoute. Vous pouvez aller sur l'accueil du podcast, vous allez sur l'accueil, vous pouvez mettre une note par exemple sur Spotify, sur Apple Podcast, etc. Sur YouTube, YouTube c'est simple, il y a les abonnements, tout ça. N'hésitez pas, vous êtes que 10% à le faire sur les podcasts, ça m'aide beaucoup. Et voilà, on se retrouve pour le prochain épisode dans une semaine et demie, pour le deuxième gros épisode du mois de juillet. C'est parti, je vous souhaite de passer une bonne semaine, et si vous n'avez pas écouté les épisodes du coup que j'ai pu citer peut-être sur les hormones féminines ou sur les oméga 3, ça se passe juste ici. Allez, à bientôt les athlètes, merci, c'était Julien. Hey, tu as bien écouté ce podcast? J'espère qu'il t'a plu. C'est Julien, je suis créateur du podcast Next Physique, mais aussi coach depuis de nombreuses années. Avec un bon développement depuis 5 ans maintenant, j'ai pu aider des centaines de personnes à se transformer physiquement, mentalement et devenir la meilleure version d'eux-mêmes. À l'origine, je dirigeais une équipe qui s'appelle MFT, Mystic Tidings. On souhaitait réunir les meilleurs conseils et spécialistes afin d'obtenir un quotidien optimisé et devenir un vrai athlète à sa façon. Et c'est pour ça que je vous appelle les athlètes en fait. Mais tout ça sans être frustré avec son sport. C'est vraiment quelque chose d'important pour moi et j'imagine pour vous aussi. Avec un quotidien optimisé, où vous pouvez faire votre vie, tout simplement, gérer votre diète avec plaisir et désormais, je suis devenu un peu un expert en la matière. Next Physique s'inscrit dans la lignée de l'esprit de ce coaching. Je souhaite le meilleur pour chacun de mes élèves afin que vous puissiez gérer vos PR, votre vraie surcharge progressive et ainsi atteindre votre Next Physique. Car c'est un suivi, donc je suis présent tous les jours pour assurer la meilleure évolution possible de la personne et c'est pour ça que j'ai décidé à l'initial de faire du coaching en ligne et pas en salle. Oubliez les diètes sans cookies, oubliez les exos qui changent à gogo chaque semaine parce que c'est du marketing. Ici, on va progresser sur les exercices et bien sûr des exos qui vous plaisent et qui rentrent
ou dans votre emploi du temps, votre salle de sport et son agencement. C'est un tandem, ça se passe entre vous et moi pour construire une équipe qui avance ensemble. Je vous prépare le terrain, j'assure vos arrières et vous faites le job à l'intérieur du terrain. Les coachings sont sur réservation. Si tu écoutes ce podcast, c'est que tu es intéressé par l'optimisation de tes résultats et je suis sûr qu'on ira du coup loin ensemble. Contacte-moi directement sur Instagram pour qu'on en discute et qu'on regarde mes disponibilités de réservation ou qu'on s'appelle tout simplement si tu veux qu'on en discute. Plus d'informations sur le suivi en lien en description.